Oui, je voulais juste voir avec vous une dernière question. Est-ce qu'un pen tester, c'est forcément quelqu'un qui, qui travaille sur un système informatique, j'ai envie de dire, depuis un ordinateur? Est-ce que vous faites des tests un peu plus de type Red Team, donc c'est-à-dire vraiment physique, où on essaie de rentrer dans l'entreprise et de prendre le contrôle de l'ordinateur du client et pas à travers Internet ou à travers un réseau? Ça fait aussi partie de ce que l'on fait. Bon, malheureusement, ce genre de mission, ça arrive beaucoup moins souvent que tester juste une application web ou juste une part d'un SI. Mais oui, ça fait également partie de ce genre de choses que l'on fait. On en a terminé un récemment d'ailleurs de Red Team il y a 2 semaines. Et visiblement, les clients étaient plutôt contents des résultats. Bon bah c'est top. Du coup, juste pour la partie Red Team, pour expliquer un peu le principe, c'est en fait on va mêler tous les types d'intrusions possibles pour essayer d'atteindre un flag, donc une cible. Par exemple, on va avoir des clients qui vont dire mon inquiétude à moi, c'est ma base de données client ou voilà, on définit des flags ensemble et le but c'est de les atteindre par tous les moyens, donc des moyens humains ou des moyens techniques. Donc on va pouvoir réaliser des intrusions physiques dans les bâtiments. Ça c'est très drôle parce que ça mène à des scénarios où on arrive un peu déguisé ou voilà où on invente une fausse excuse pour rentrer, donc se faire passer pour quelqu'un de la maintenance ou avoir rendez-vous avec quelqu'un. Voilà, donc c'est marrant. Il y a une partie aussi, donc bien sûr, de renseignement, parce que pour avoir monté tous ces scénarios, il faut faire donc la partie renseignement, ce qu'on appelle donc l'OSINT. Ensuite, il y a une partie aussi de social engineering, notamment à travers du phishing, où l'un des meilleurs moyens d'obtenir un compte sur le système. C'est de demander aux personnes en question. Voilà, c'est quand même de faire l'attaque par phishing. Donc il y a à peu près, je dirais, 30% de réussite sur les campagnes de phishing que l'on fait. Donc du coup, il y a toujours quelqu'un de sympathique pour cliquer. Merci. Ouais, il y aura toujours quelqu'un pour cliquer, on est au courant. En entreprise, c'est généralement sur les campagnes de phishing interne, les taux de réussite tournent aux alentours de 15 et 20%. En tout cas, pour les entreprises qui ont l'habitude de faire régulièrement des campagnes de phishing. Pour ceux qui ne sont pas habitués à ça, oui, effectivement, les taux de réussite sont beaucoup plus élevés. Bah, personne n'est à l'abri. Il y a aussi une autre manière aussi de rentrer, c'est du coup l'implant réseau. On réalise aussi, en fait, quand on réalise une intrusion physique, et du coup, on en profite pour plugger quelque chose de malicieux et du coup, pouvoir prendre la main à distance sur cette machine. Donc, ça, c'est pareil, il faut aussi le planquer astucieusement pour que ça se voit pas. Donc, ça mène à beaucoup de scénarios très sympathiques qui sont du coup finalement pas tant techniques. Ouais. En fait, à partir du moment où tu donnes l'impression que tu sais où tu vas, et que c'est normal que tu sois là, voilà, les gens font pas attention à toi. Parce qu'il faut quand même le savoir, dans les exercices Red Team, tu peux quand même terminer en cabane. Donc, des exemples il y en a eu un comme ça qui est passé dans la presse il y a quelques années où il y avait 2 freelancers en sécurité qui avaient été dépêchés par un organisme gouvernemental aux USA pour faire un test d'intrusion avec intrusion physique sur site. Ils se sont fait choper par les flics et ils ont dit ouais mais bon, regardez, on a nos autorisations et compagnie, sauf que la demande avait été faite par un département tel, et quand ils ont contacté l'entreprise, c'était pas les bonnes personnes qui ont été contactées, et ils se sont retrouvés au trou pendant les 48 heures, 72 heures, le temps que ils aient pu un petit peu démêler l'affaire, quoi. Donc, mais ouais, ça arrive. On passe à la rubrique suivante, légal vs illégal. Allez. Ouais. On parle depuis 50 minutes, enfin non, un peu moins, depuis 40 minutes de pen tester, de rentrer dans un système, etc. Vous nous avez dit, voilà, nous c'est légal parce qu'on a une lettre de mission, etc. Mais on sait que il y a beaucoup de ce qu'on appelle donc des hackers éthiques qui trouvent des failles, qui parfois en cherchent. Parfois tombe dessus par hasard, etc. en utilisant un service. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé. Voilà, est-ce que s'introduire sur un système sans en avoir l'autorisation, c'est légal? Je pense que non, vous allez me dire. Mais quelle est la loi? Qu'est-ce que je risque, etc. Je te renvoie au code pénal, article
Je ne sais plus le numéro de l'article. 313 quelque chose de mémoire. 313. 313.3, Je non? vais aller chercher le 313. Vous êtes C'est sûr c'est accès au maintien frauduleux à un système informatisé de traitement de données, je crois le vrai nom. Article 323 du Code pénal français. Ah merde, Article j'étais sur 313, 323. pardon. Vous aviez un chiffre de mauvais. Ah là 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 là. En gros, globalement, ça dit que si on tente de s'introduire, de modifier de données, d'intercepter ou voler, globalement, on risque, je crois, c'est 150 000 € d'amende. Ah ouais, au max, c'est ça. Hein. Il y a une histoire de prison aussi, je crois, et d'interdiction pendant C'est 5 ans. Je crois dans l'article 5, il y a l'interdiction d'opérer pendant 5 ans. Donc ouais, ça... C'est ça. Non, je vous lis rapidement l'article. Hein. Le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie système de traitement automatisé de données, donc système informatique, puni de 2 ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende. Si on modifie ou on supprime des données dans le système, c'est carrément 3 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Et quand on s'attaque à l'État, carrément, donc à un système informatique de l'État, là c'est carrément 5 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Quelle que soit l'infraction sur le Attention, je précise qu'en pénal, toutes les peines sont des maximums. Oui, c'est vrai. C'est le maximum de ce qui est encouru. Ouais. Mais quand même, Exactement. ça refroidit un petit peu. Ça calme. On peut aller jusqu'à 10 ans et 300 000 € d'amende si c'est fait en bande organisée. Donc, Ah ouais, carrément. D'accord. Donc tout ce qui est groupe cybercriminel. En gros, ça pose quand même des problèmes parce qu'il y a des personnes qui trouvent des vulnérabilités un peu par hasard. Par exemple, mettre dans un panier, je veux la quantité 1 produit, et qu'en fait on se trompe, on met écrit -1 et en fait c'est par hasard, et que finalement on voit une vulnérabilité et on reçoit notre produit gratos. C'est des choses où c'est déjà arrivé par inadvertance. Et le fait de signaler, ça reste très compliqué parce que du coup, on n'a pas l'autorisation des entreprises. Donc il y a des entreprises qui peuvent très bien le prendre en disant « Ah, merci de nous avoir souligné, on a corrigé ». Et puis il y en a d'autres, non, en fait, on ne vous a pas donné d'autorisation, donc on vous attaque en justice. Donc pour l'instant, en France, les white hats sont un peu discrets parce qu'ils ne savent pas trop comment... finalement, c'est au bon vouloir de l'entreprise auprès de qui on signale. Il y a un manque de cadre juridique sur les lanceurs d'alerte, quoi, on va dire un petit peu. Sur les lanceurs d'alerte, tu l'as le cadre juridique, mais justement dans le cadre où là, je pense que le cas était un peu parlant dans le sens où elle décrivait une faille qu'elle a exploitée malencontreusement et elle semble savoir et elle voudrait dénoncer cette faille. Mais attention, le lanceur d'alerte, c'est cadré par la loi, c'est la loi Sapin 2 et ce qu'on disait hacker, c'est la loi 323, c'est le code pénal. Donc là, c'est autre chose. Après, c'est quelque chose qui commence un petit peu à s'organiser. Il existe de plus en plus de plateformes en ligne qu'on appelle des bug bounty, où des entreprises ont un programme justement vis-à-vis des hackers éthiques et où il est possible de faire reporter des bugs, des vulnérabilités par le biais de ce genre de programme. Je pense à HackerOne par exemple, qui est connu au niveau international. En France, il y a aussi quelques-uns qui sont plutôt qui sont fort utilisés. Je ne retrouve plus sur le nom. Yasuyak, c'est ça. C'est Yasuyak, la plateforme de bounty française. Il y a aussi Yogosha. Aussi, ouais. Et moi j'avais une question, je me mets à la place d'un client. Par quoi je commence ? Est-ce que je commence par... est-ce que si je viens voir une société de conseil avec les résultats d'un bug bounty, est-ce que vous m'acceptez ou est-ce que vous recommencez tout Moi je prends en compte, alors je parlerai pas pour tous les cabinets de conseil, mais en tout cas... on va prendre le contexte for mine, hein, c'est pas mal. Et du coup on va peut-être pas auditer de la même manière. Si par exemple il y a déjà eu un point de vue technique mais il n'y a pas eu de point de vue d'orga, s'il y a une toute petite partie du SI qui a été auditée mais pas le reste, est-ce que ce qui a été audité c'était vraiment ce qui était critique chez le client ou est-ce que c'était un tout petit truc et que finalement le côté, son application critique ou son nœud central où il y a toute sa valeur ajoutée, elle n'a pas été auditée. Voilà, ça arrive en fait. On va essayer de savoir qu'est-ce qui s'est fait avant pour essayer de compléter le plan d'audit. Peut-être même conseiller en disant « Ah, là, vous êtes parti sur un truc, c'était peut-être pas ça qu'il fallait faire. » Ou de compléter, de dire « Ok, très bien, vous êtes bien parti, vous avez bien commencé, vous avez fait les premières steps. Du coup, on peut avancer. » quoi. Et du coup, autre question un peu piège. Est-ce que si je fais faire un pentest par une société de conseil, si mon application se fait hacker, je sais pas, est-ce qu'il y a une durée de garantie, un truc où... est-ce que vos contrats couvrent en mode personne ne doit pouvoir rentrer une fois que vous m'avez trouvé un truc par les moyens que vous m'avez trouvé ou etc. Comme je te l'ai dit, en fait, on ne peut pas garantir à 100%, le but c'est de faire le mieux possible,
Mais il Non, n'y a aucun Ok. système qui est 100% sécurisé Ça. et le dire, ça serait mentir. Et là-dessus, non. Non, mais voilà, c'est. Donc, c'est- non, il n'y a pas de moi, garantie. Par contre, voilà, on sait qu'on a rajouté une couche à la forteresse. Elle va être plus dure à détruire. C'est vrai que dans la culture populaire, il y a une vision du hacker qui est un petit peu le sorte de magicien technologique où il tapote sur son clavier et il y a des barres de défilement qui apparaissent à l'écran et ensuite, hop, ils sont entrés dans l'entreprise ou dans le système qui cherche à PD. C'est mignon, c'est mignon. C'est pas du tout comme ça en vrai. C'est ce que j'allais demander. Est-ce que vous avez une vitesse de frappe qui est de l'ordre des champions du monde ou est-ce que c'est un mythe? Attends, j'ai pas entendu la question. Est-ce que vous avez une vitesse de frappe qui est de l'ordre des champions du monde ou est-ce que c'est un mythe? Je sais que perso, je dois être à 110, 115 mots à la minute, mais c'est parce que j'écris beaucoup. Ça fait 25 ans que j'écris sur des claviers, donc à force, on écrit vite, mais c'est pas nécessaire non plus pour être bon en temps. C'est pas Pentest, c'est les rapports qu'il doit écrire à la fin. Ouais, peut-être les développeurs ont une vitesse de frappe plus importante que la nôtre. Clairement, ouais. Donc c'est bien. Ouais, donc quand on voit dans des séries des pseudo pentesters hackers qui tapent à une vitesse pas possible, on sait pas trop ce qu'ils tapent. C'est surtout que ça n'a pas de sens en fait. Tu te dis que quand tu vas chercher une vulnérabilité, en vrai, tu passes plus le temps à lire qu'à écrire en fait, vu que tu vas essayer de comprendre les réponses que te renvoie donc un système quand tu lui envoies des messages. Tu vas lire du code source aussi. Tu vas lire des rapports de scan et quand tu te mets effectivement à taper quelque chose, c'est généralement pour utiliser un outil donné pour tester, ce qu'on appelle un POC sur c'est un concept par rapport à une vulnérabilité, mais c'est pas vraiment nécessaire, je veux dire, de passer 10 minutes à être frénétique sur son clavier, quoi. Mythe, est-ce qu'on peut hacker sans utiliser la barre espace? C'est dur. C'est dur. J'essaie de réfléchir. Dans les doigts, les gars, dans les doigts. On avait une question dans le chat que moi, je l'avoue, je maîtrise pas. On me dit Bash ou Perl. Donc j'espère que ça va parler à quelqu'un. Ouais, voilà. Je peux répondre. C'est par rapport au langage de scripting sous Unix. Personnellement, c'est surtout du Bash, mais c'est plus une question d'habitude. Je suis plus à l'aise avec ça. Même titre que je connais certaines personnes qui sont plus à utiliser du Ruby plutôt que du Python. Donc à partir du moment où ça fonctionne pour toi, tu dis ce qui fonctionne. Voilà, ce que tu avais. Désolé, je vais y arriver. Tu utilises les langages de scripting ou de programmation sur lesquels tu es plus à l'aise en fait. Finalement, sans citer de nom, quel est le pentest le plus court que vous avez réalisé en termes de vous êtes arrivé chez le client et là vous saviez tout de suite comment casser l'application? C'était dans le cadre d'une mission for Mind et c'était une demi-heure. Une demi-heure. Et j'allais dire, à contrario, est-ce qu'il y a un pentest sur lequel vous êtes vraiment cassé les dents et que vous n'avez pas trouvé de solution et est-ce que c'est arrivé déjà que vous n'arriviez pas à rentrer dans le système pour plein de raisons peut-être derrière? Ce que j'ai fait où après une semaine et demie, j'ai toujours aucune idée de ce que j'ai trouvé comme vulnérabilité dessus. Moi j'avais une anecdote. Est-ce que vous avez déjà eu un client qui vous a dit bonjour, je viens faire un pentest, mais vous arriverez jamais à rentrer, puis en fait ouais, ça tous les jours je suppose. Ouais, ça je m'en doute un peu tous les jours. Tout le temps. Après, il y en a aussi, c'est presque avec humour, c'est pour nous challenger, etc. Ouais, non, moi je parle vraiment du client sûr de lui en mode non, mais de toute façon, je le fais parce que mon équipe cyber elle me dit de le faire et que faut bien que j'ai une preuve. Alors, pour le coup, les personnes qui sont le plus sûres d'elles, ce sont ceux qui sont le plus faciles à obtenir des résultats critiques, des vulnérabilités de partout. Parce que justement, quand ils sont dans cette démarche de on sait tout, non, en fait, en sécurité, ça va tellement vite. Les vulnérabilités, il y en a tellement tous les jours qui pop, tu peux jamais être 100% sécure. Et du coup, souvent, c'est des personnes qui ont très bien pris un petit périmètre et de dire, ouais, celui-là, il est super sécure. Mais en fait, quand tu regardes de tout le périmètre en entier, tu te dis, mais en fait, il y a 50 façons autres de rentrer et de créer des dégâts chez toi qui sont plus importants que le tout petit périmètre que tu as sûrement très bien sécurisé, hein, je n'en doute pas. Mais bon, un attaquant, il va faire au plus facile. Et donc,
Et voilà. puis, ton système ton périmètre qui est super sécurisé à un instant T, ça ne veut pas pour autant dire que plus tard, il y a un élément de la stack applicative qui, en fait, il y a une grosse vulnérabilité derrière, et donc c'est pas sécure du tout. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qui s'est passé avec SolarWinds il y a 6 mois. Tout à fait, on n'en a pas parlé ici, mais oui, tout à fait. Mais grosso modo, ouais, c'est quand tu as un revendeur qui est réputé comme étant plutôt bon dans ce qu'ils font, qui se fait défoncer, et qui du coup, tous les clients qui utilisaient le produit de ce revendeur qui se sont fait défoncer par juste derrière, bah oui, ça peut arriver à tout le monde, quoi. Ouais, non, mais oui, bah, c'est la confiance que tu mets dans ce revendeur, mais tu peux pas non plus. Tu peux pas mettre ceinture, bretelle, je sais pas. C'est que voilà, t'es jamais certain en final que ton système est safe. Après, globalement, des très convaincus ils sont 100% sécures, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est plus par provocation, vraiment. D'accord. Okay. Parce qu'ils nous le disent après en restitution en disant, bon, on n'est pas complètement surpris, etc. Donc, c'est ça. Autre volonté anecdote, est-ce que vous avez déjà eu des frustrations, des en mode j'ai tel périmètre et puis je sais que genre juste à la frontière j'ai une grosse vulne, etc. ou j'ai un gros chemin qui s'ouvre et je peux pas y aller parce que ça... Le temps, ça c'est tout le temps, ouais. Après, vous vous souvenez, on a dit que dans l'autorisation d'audit, il y avait des limites parfois dans c'est ça, ouais. Et en fait, il y a des clients qui ont très peur pour leur infra ou qui sont pas très matures sur les sujets d'audit, donc qui nous limitent vraiment, par exemple, que au scan de vulne. Donc ça, c'est le pentest de l'horreur, où il y a quasiment que le scan de vulne. Donc là, on sait qu'il y a des vulnérabilités hautes partout, mais on peut rien faire. On peut pas les exploiter. Hein. Ça, je crois que c'est le pire des pentests et le plus frustrant qui puisse arriver. Et je sais que dans l'équipe, on tourne entre nous en se disant, ah non, c'est bon, je l'ai pris la dernière fois, c'est pas moi qui prends celui-là, hein, c'est toi. Hein, c'est votre patate chaude un peu. C'est ça. Ah oui, c'est moi qui vais récupérer la patate chaude la prochaine fois vu que je l'ai pas encore bouffé. Hein. Ok, je crois qu'on peut conclure sur ces belles paroles. Qu'est-ce que vous en dites ? Il est bientôt 20h, on va pouvoir vous laisser profiter de votre soirée, aller voir d'autres streams si vous avez envie. Je suis éclaté, j'ai appris plein de choses. J'espère que vous aussi vous avez appris plein de choses. J'espère que Elisabeth et Liang, vous avez passé un bon moment et que vous étiez contents de nous partager vos expériences et vos retours sur votre métier. Merci beaucoup. Et qu'on pourra vous réinviter. Qu'on pourra vous réinviter. Et on a Fréquenton qui nous demande à quand les pentests en live. Ça viendra. C'est un truc sur lequel on avait discuté. On travaille, on discute sur ce point. On a juste un petit souci, non. C'est pas forcément un souci, mais on se demande la cible. On n'a peut-être pas une cible, comment je dirais, encore assez large pour que ça soit intéressant. Mais si jamais vous voulez qu'il y ait des pentests en live, n'hésitez pas à nous le dire dans notre boîte à idées. Je le dis à chaque fin de live, donc je vais la remettre ici. En tout cas, merci à la team Pentest, merci à vous d'être venus et d'avoir prêté au jeu. On refera un point sur les stats, mais je pense que vous avez été notre meilleur live depuis le début, donc voilà. Ravi de loin. Ravi. Ouais, et on a Champignon Viscéral qui nous dit nsa.gouv, en effet, c'est un beau site de phishing. C'est bien sûr .gov pour les connaisseurs, et Champignon Viscéral en est un. Allez, on se dit à très bientôt. Et, salut tout le monde, bonne soirée, profitez bien. Soirée. Et surtout à la semaine prochaine, 18h30. À la semaine prochaine.